Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Il est 16h et nous commencerons avec Emma qui nous parlera du nébulotron du CRPG. Nicolas nous expliquera pourquoi nous avons le rhume en hiver. Ensuite nous aurons Lilian qui nous présentera encore l'histoire de la médecine. Juste après nous aurons Magali qui nous parlera des hormones. Et enfin je vous parlerai de la forêt sèche de l'île de la Réunion. Et enfin nous aurons Emma qui nous refera un quiz sur l'espace. Et on commence tout de suite avec Emma qui va nous expliquer ce qu'est un nébulotron. Oui, alors le nébulotron, c'est une machine qu'a inventé le CRPG. Donc pour commencer, le CRPG, c'est le Centre de recherche pétrographique et géologique. Il se situe sur le plateau de Brabois à Nancy. Et donc au CRPG, on peut trouver différents pôles, dont donc la pétrographie expérimentale. Donc c'est une étude sur la formation des minéraux et des objets du système solaire. Donc moi je vais m'axer sur le système solaire et l'espace. Donc le nébulotron, c'est une machine qui a un nom vachement de science-fiction et qui est super intéressante. Donc elle est composée de plein de tubes bizarres. Je pense qu'on pourra peut-être en mettre une photo sur la page. Sur la page Facebook. Et dedans on fait passer du gaz. Donc là l'expérience que je vais présenter, c'est du gaz similaire à ce qu'on pourrait trouver dans l'espace. Et donc dans ce gaz, il y a du carbone, il faut le préciser pour l'expérience. Et donc quand le gaz va passer dans un des tubes, on va l'irradier avec un briquet à plasma. Mais qu'est-ce qu'un briquet à plasma, Emma ? C'est un objet magique en fait. Donc c'est un truc électrique, on va dire, qui fait chauffer l'air, donc le gaz atmosphérique en gros, l'air autour de nous à presque plus de 2000 degrés si je ne me trompe pas. Et donc, tous les électrons, neutrons, donc toutes les charges électriques qu'il y aura autour de la source de chaleur vont se désordonner. Et donc, ça s'appelle le plasma. Ça peut être considéré comme un quatrième état de phase de la matière. Ouais. Okay, les trois autres sont solide, liquide et gazeux. Merci. Et donc, grâce au plasma qui va chauffer le gaz, il va y avoir des dépôts sur un des tubes. Et donc il y a des chercheurs qui se sont amusés à observer les dépôts au microscope et avec d'autres expériences. Et dedans, on a trouvé des acides aminés et des protéines. Donc en gros, pour faire simple, le nébulotron, c'est Dieu, il a créé la vie, avec du gaz. Ça serait une explication ça pourrait aider à avoir une explication sur les premières molécules biologiques au final. Ouais, c'est ça. Avec les acides aminés et protéines, c'est quand même un élément élémentaire du vivant. C'est un élément élémentaire et on en a besoin absolument pour vivre. Et du coup, grâce à un gaz qu'on crée la vie, c'est quand même assez fascinant. J'ai vu, il y avait plein d'autres théories là-dessus. Il y avait la panspermie, celle où la vie viendrait en fait des météorites. Il y en avait une autre, c'était au niveau des dorsales, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a eu des fossiles... Enfin, des dorsales océaniques. Oui, les dorsales océaniques. Pour les météorites, je l'avais vu il y a 1 an ou 2, on en avait parlé en cours, où oui, les fossiles du vivant, on va dire, les plus anciens avaient été retrouvés sur des météorites qui venaient de Mars, exactement. T'es sûr ? Ouais. Ça me paraît... Et j'ai encore le poly de cours, je le ramènerai, je le lirai à voix haute. En vrai, je veux bien les preuves parce que ça me paraît... Wow. Mais oui, c'était des fossiles biologiques sur des météorites, mais du coup, ça voudrait... Peut-être qu'après, ça s'est fixé, comme là, avec le nébulotron, ça s'est fixé sur la météorite, et c'est... Ah oui, ok. Et ça a traversé. Mais c'était sur des météorites qui venaient de Mars, voilà. Eh bien, merci Emma. Maintenant, on va tout de suite faire une petite pause avec Jane, avant de retrouver Nicolas qui nous expliquera pourquoi nous avons le rhume en hiver. A tout de suite. Bienvenue ou re-bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en sommes à Nicolas qui va nous expliquer pourquoi a-t-on plus de chances d'avoir le rhume en hiver. Donc moi je vais vous parler du rhume. Je pense que vous avez vu que c'était le début de l'hiver, que tout le monde commençait à se moucher autour de vous. Peut-être vous aussi, vous commencez à tousser, tout ça. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir sur le rhume, c'est que c'est une infection virale. Donc c'est une maladie qui est causée par un virus. Donc il y a 2 types de maladies. Les maladies virales comme le rhume ou d'autres qui sont... plus dangereuses comme par exemple le VIH, donc le sida, des choses comme ça. Et il y a des maladies qui sont dues à des bactéries. Donc c'est des maladies comme par exemple les otites ou les choses comme ça. Donc tout d'abord les symptômes. Je pense que comme je viens de le dire, il y a le nez bouché, le nez qui coule, des maux de gorge, la toux. Ça touche vraiment beaucoup de gens. Alors donc maintenant, la question que je me suis posée,
que vous vous posez peut-être vous chez vous, c'est pourquoi dès que c'est l'hiver, tout le monde commence à tomber malade. Alors qu'en été, bon, il y a quelques rares cas de rhume, coucou Emma, qui se déclarent en été ou quand il fait un peu plus chaud, mais là c'est vraiment l'hiver et quasiment tout le monde est touché, tout le monde mendie pour des mouchoirs. Donc il y a 3 causes principales. Alors il y a la cause comportementale, la cause de notre système immunitaire et la cause qui vient directement du virus lui-même. Alors pour la cause dont on est moins sûr, c'est la cause du système immunitaire, alors que pourtant c'est celle qui semblerait la plus évidente. On se dit oui, c'est l'hiver, il fait froid, notre corps il est plus faible, donc il est plus sujet à se faire agresser par des bactéries ou des virus. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce niveau-là, il y a vraiment pas grand-chose qui ont été vraiment prouvées scientifiquement, c'est des suppositions. Par exemple, vu qu'il fait plus froid, ce qui se passe, c'est que notre nez il rougit même quand on n'est pas malade, je pense que vous avez remarqué. C'est parce qu'en fait, le nez, il doit réchauffer l'air pour qu'il rentre dans nos poumons. Et donc, en fait, donc ça, c'est pratique pour réchauffer l'air, sauf que ça va affaiblir nos défenses au niveau du nez, en fait. Et du coup, les micro-organismes pourront rentrer plus facilement. Donc, on va être plus sensible à des infections, que ce soit rhume ou d'autres choses. Il y a aussi le froid qui ralentirait potentiellement notre système immunitaire. Donc ça, pareil, en fait, ça n'a pas vraiment été prouvé. Mais bon, vu les observations, c'est une supposition qui resterait crédible. C'est ça qui reste. On n'a pas encore des explications. C'est ça qui resterait crédible, mais il n'y a pas vraiment de grosses. C'est en observant les stats qu'on en a plus ou moins déduit ça. Donc en fait, ça c'est donc un des facteurs, mais c'est le plus minime. C'est vraiment pas notre système immunitaire qui est beaucoup plus faible ou une différence. Les grosses différences, en fait, elles se font déjà au niveau du virus lui-même et de notre comportement. Donc au niveau du virus, ce qui se passe, c'est que en hiver, il y a moins d'ensoleillement. Et qui dit moins d'ensoleillement dit moins de rayons du soleil. Et dans les rayons du soleil, il y a des UV, les ultraviolets dont on vous bassine en été, qu'il faut se protéger pour les coups de soleil, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que les virus, dont notamment le virus du rhume, sont vraiment très sensibles aux UV. Et du coup, ils sont moins nombreux et moins nombreux et ils vivent moins longtemps dans le milieu extérieur en été qu'en hiver. C'est-à-dire qu'en hiver, on va avoir une concentration dans l'air de beaucoup plus forte en virus qu'en été. Ouais, parce que du coup, c'est parce qu'il y a plus de nuages, il fait nuit plus tôt, le soleil se lève plus tard. Tout ça, ça aide le virus à mieux se sentir. Bah ouais, c'est ça en fait. Si vous voulez, le virus, c'est un petit peu l'inverse des plantes. C'est-à-dire que moins il y a de soleil, plus il est content. Parce qu'il va moins souffrir des rayons du soleil. Donc c'est pour ça qu'il va pouvoir vivre plus longtemps en hiver. Donc quand l'ensoleillement est plus faible en fait. Donc en fait, on se balade dans un milieu avec beaucoup plus de virus en hiver qu'en été. Parce qu'ils sont plus résistants, plus vivants, des choses comme ça. Et donc le facteur le plus important, celui dont on fait les pubs de prévention pour les infections, notamment pour la grippe, même pour le rhume, c'est le facteur comportemental. C'est-à-dire les relations que vous allez avoir avec des gens autour de vous. Parce qu'en hiver, forcément, la température, elle descend. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se regroupe tous dans des pièces bien chauffées. Sauf que on est tous ensemble, donc on est vachement proches. On est vachement proches et du coup, ce qui se passe, c'est que le rhume, il peut se transmettre par la voie des airs quand quelqu'un tousse, avec la salive, aussi par les sécrétions du nez quand on se mouche, des choses comme ça. Et du coup, tout ça, si les gens sont regroupés dans une seule pièce, forcément, ça va faciliter l'infection, la propagation du virus, c'est ça. Et donc en plus d'être tous collés, donc avoir une grande promiscuité, ce qui se passe aussi, c'est que comme il fait froid, encore une fois, on ne va pas penser à ouvrir les fenêtres pour aérer, des choses comme ça. Alors qu'en été, on est dans notre chambre, on ouvre grand la fenêtre pour aérer, et forcément ça élimine les virus. Alors que là, on est tous dans les mêmes pièces, il fait froid, on n'aère pas, c'est juste le chauffage. Et donc forcément les virus restent, il y a 10 personnes dans une pièce, notamment dans les salles de cours. Vous voyez la différence. Été-hiver, en hiver on laisse la salle fermée. Vous arrivez après une classe qui a eu cours 2 heures, ça reste toujours fermé, alors qu'en été on va ouvrir les fenêtres et il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Donc voilà, c'était les principales causes de pourquoi en hiver il y a plus de rhume. Je sais pas si vous avez des questions. T'aurais d'autres conseils à donner pour lutter contre les virus ?
Bah oui, d'autres conseils, c'est de bien veiller sur ses affaires personnelles, de bien se laver les mains, de pas forcément prêter, par exemple, si vous avez des stylos que vous mâchouillez, faut pas les prêter aux gens ou des choses comme ça. Ouais, donc comme d'habitude, bien se laver les mains, tout ça. C'est ça, mais c'est des gestes simples, mais pourtant on n'y pense pas. Et aussi pour les mouchoirs en papier, c'est des mouchoirs jetables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a utilisés, on les jette. Il reste pas 2 semaines dans votre poche et vous les ressortez, parce que ça c'est des... C'est le meilleur moyen pour refiler la maladie à tout le monde, quoi. C'est ça. Et mouchoir en papier jetable, mouchoir en tissu, c'est encore pire. T'avais une question, Emma? Oui, enfin une question. Du coup, c'est une légende urbaine. Ne sors pas en débardeur quand il fait -15, sinon tu vas avoir le rhume. Si le rhume est un virus. Tu vas pas quand même. En fait, ça, le problème, c'est que il y a vraiment tout ton corps qui va se refroidir. Et ça va pas... Enfin, disons que t'auras plus des problèmes Ouais, ça va pas aider autres que le rhume, quoi. C'est Oui. ça. Mais c'est pas directement... En fait, si tu veux, c'est un peu l'expression prendre un coup de froid. Alors ça, c'est un peu plus qu'un rhume. Enfin, ça va amener d'autres choses. Parce que c'est ton corps en général. Mais si tu veux, Merci. tu peux faire le test si tu Du veux. coup, non, du coup. Alors pour l'avoir fait, non. Oui, non, mais pour l'avoir fait aussi, je vois. voulais juste savoir si je pouvais continuer à le faire ou pas. Eh bien, merci Nico. Avant de retrouver Lilian et l'histoire de la médecine, on fait tout de suite une petite pause avec Superstition de Stevie Wonder. Et on se retrouve juste après. Rebonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en étions à Lilian qui va nous parler de l'histoire de la médecine. Oui, la dernière fois, j'avais fait une chronique et on s'était arrêté au Moyen-Âge en Europe. Alors, voilà, je vais rappeler vaguement ce qui se passe au Moyen-Âge en Europe, parce que je vais parler aussi un petit peu de ce qui se passe en Orient. Donc, pour avoir un petit peu plus le contraste, je vais rappeler ce que j'avais dit la dernière fois en fin de chronique. Alors, du coup, en Europe, je disais que les médecins étaient relativement persécutés et qu'on faisait appel à eux que dans les cas les plus graves, et que souvent il était déjà trop tard quand on faisait appel à eux et que on leur donnait un petit peu la responsabilité parce qu'ils étaient accusés d'avoir tué le malade plutôt que d'avoir tenté de le soigner. Et donc les connaissances étaient très limitées et les dissections, les connaissances anatomiques étaient encore plus limitées parce que les dissections étaient totalement interdites. Oui, donc il y avait moins de dissections parce que c'était souvent lié à des croyances, et les gens qui ouvraient des cadavres, c'était plus... ils avaient tendance à être associés à des sorciers ou des magiciens, et ils étaient souvent brûlés sur le bûcher, et donc ça n'a pas permis de faire énormément d'avancées au niveau anatomique, donc on ne pouvait pas trop soigner les gens si on ne savait pas déjà comment c'était organisé à l'intérieur, voilà. Alors qu'en Orient, les dissections étaient aussi totalement interdites, mais les chirurgiens et les médecins, ils n'étaient pas persécutés, et il y a eu énormément d'avancées, et ils ont décrit énormément de maladies comme le diabète et le cancer. Si on veut citer un médecin reconnu du monde arabe, on peut citer Averroès, qui était médecin, philosophe, mathématicien et astronome. Oui, très diversifié comme ça se faisait souvent à l'époque. Tous les voilà. scientifiques, ils étaient souvent philosophes aussi à l'époque. Exemple, Oui. Léonard de Vinci ou plein d'autres. Voilà. Bien que Léonard de Vinci n'était pas médecin et c'était la Renaissance, j'allais y aller après. Donc voilà, donc la Renaissance justement, magnifique transition. Les médecins sont plus reconnus, ils perfectionnent un peu leur art, et on a des dissections publiques, donc c'est-à-dire qu'on construit des amphithéâtres pendant la Renaissance, et les gens pouvaient assister à des dissections publiques, et enfin, il y avait seulement les gens de science qui y allaient parce que c'était déjà très rare. Et ensuite, c'était un peu repoussant parce que souvent, déjà, c'était des condamnés à mort. Par exemple, on pendait des gens pour des crimes, et ensuite, on récupérait le cadavre, on le disséquait dans un amphithéâtre, et les gens pouvaient y assister. Dans l'amphithéâtre, on mettait pas mal de parfums, etc., parce que pour éviter les odeurs un petit peu... Voilà.
sachant que le frigo n'existait pas et qu'on faisait plusieurs jours à la suite de dissection, donc c'était pas terrible. Et seuls les chirurgiens, les médecins ou les étudiants en médecine allaient à ces dissections publiques. Et est-ce qu'il n'y a pas de tomber malade avec les corps Si. Si, mais c'était pas hygiénique. voilà, c'est pas très hygiénique. En plus, souvent, il y avait des dissections qui étaient illégales, c'est-à-dire que seules les dissections publiques étaient légales. Et donc, souvent, il y avait des vols de cadavres de médecins qui voulaient perfectionner l'anatomie. Et c'était encore pire parce que souvent, ils étaient recouverts de chaux, etc. Et les personnes qui allaient chercher ces cadavres tombaient très souvent malades et mouraient assez facilement. Alors, on fait ces dissections parce qu'à la base, on se basait sur l'anatomie de singes, parce que ça faisait 1000 ans qu'on avait interdit de disséquer. On avait soit des versions très anciennes et très incomplètes, ou qu'on a essayé de compléter avec des dissections de singes qui semblaient le plus proches de nous, mais du coup c'était très... ça comportait énormément d'erreurs et très erroné. Si je peux vous conseiller un livre, c'est L'anatomiste de Marilyn Fortin, qui est une vulgarisation de ce qu'était à peu près la médecine à l'époque, sous couvert d'une histoire, et c'est vraiment très intéressant et très facile à lire. S'il fallait citer un médecin, un chirurgien de la Renaissance, on citerait Ambroise Paré, qui a fait énormément d'avancées, notamment la ligature des artères, donc c'est-à-dire les coudre en quelque sorte pour éviter que le sang s'échappe. Avant, on utilisait la cautérisation, c'est-à-dire que s'il fallait amputer quelqu'un, on plongeait le moignon dans de l'huile bouillante. Du coup, c'est pas terrible et il y a des risques d'infection, etc. Et c'est lui qui a fait énormément et il est considéré comme le père de la chirurgie moderne. Eh bien super, merci Lilian. Donc du coup, tu vas venir nous reparler dans 2 semaines de la suite, qui sera sur quoi du coup ? Eh bien, la suite, du coup, ce sera de la Renaissance jusqu'à nos jours. Ok, bah super. Et bah tout de suite, je vous propose de faire une petite pause avec Rival Sons et on retrouvera Magali qui nous parlera des hormones. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Après la chronique sur l'histoire de la médecine de Lilian, nous reprenons tout de suite avec Magali qui va nous parler d'hormones. Alors oui, donc je vais plus particulièrement vous parler donc d'hormones thyroïdiennes, donc et encore plus particulièrement donc des œstrogènes et de la testostérone. Donc il faut savoir que ces deux hormones, donc qui se retrouvent respectivement chez la femme et chez l'homme, ont le même précurseur. Donc c'est-à-dire que c'est la même protéine qui, suite à des changements et des modifications, va engendrer en fait ces deux hormones. Donc cette hormone primitive s'appelle la déhydroépiandrostérone. À tes souhaits. Merci. Autrement appelée la DHEA. C'est plus voilà. simple. Oui, un peu moins tchoum. Et donc c'est une hormone qui en elle-même déjà est très utile, car c'est un produit qui est anabolisant. Donc c'est-à-dire qu'elle va augmenter en fait la synthèse des protéines dans les cellules. Et, elle est également, donc c'est une hormone qui peut être utilisée dans la prévention des troubles liés à la ménopause. Donc comme la ménopause engendre est engendrée par une diminution du taux d'oestrogène chez les femmes, un traitement à la DHEA peut compenser en fait ce manque d'oestrogène. Donc cette hormone est également proposée comme traitement contre le lupus. Donc le lupus, c'est une maladie qui touche en fait le système immunitaire. Donc c'est une maladie auto-immune et elle va toucher donc en fait plusieurs organes. Donc elle est très peu présente puisque ça ne touche que 40 personnes pour 100 000. Donc il n'y a pas vraiment de recherche. En fait c'est une maladie orpheline, il n'y a pas de recherche vraiment qui sont faites dessus. Et ça touche principalement donc les femmes et entre 20 et 40 ans. Donc ensuite cette DHEA va donner donc soit l'œstrogène soit la testostérone. Donc l'œstrogène, pour quelques rappels sur ses rôles, elle permet de maintenir les caractères sexuels secondaires de la femme. Donc les caractères secondaires, par exemple le caractère secondaire principal, ça va être par exemple donc la poitrine. Et elle va également servir à régénérer et à développer l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est la partie, c'est le tissu qui est
évacuer lors des règles en fait. Et donc c'est cette partie qui est régénérée et développée par les œstrogènes. Donc c'est pour ça aussi que les œstrogènes jouent un rôle important dans le cycle des règles chez la femme. L'œstrogène a également un rôle donc, dans la préparation du col utérin et donc du système pour accueillir une éventuelle grossesse. Donc il va permettre aux spermatozoïdes de pénétrer en fait dans l'ovule, puis ensuite à l'ovule de se développer. Donc l'œstrogène a des rôles assez importants chez la femme. À côté, donc, nous avons la testostérone, donc qui va être l'hormone à l'origine du développement sexuel chez les individus mâles. Et elle va également augmenter la quantité d'énergie qui sera produite par l'individu et la production de cellules sanguines. Donc cette hormone ça peut être également utilisée comme protection contre l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, c'est un phénomène naturel qui survient avec l'âge et c'est la fragilisation en fait des os. Donc elle peut engendrer en fait des fractures au niveau des os et du coup en fait c'est pas vraiment une maladie donc on peut pas vraiment la contrer mais on peut quand même prévoir les fractures parce que les fractures peuvent aller jusqu'à la mort. C'est plus une usure du coup. Oui voilà c'est ça. Ça va toucher principalement les os de la hanche, des poignets et de la colonne vertébrale et on retrouve ça oui vraiment chez les personnes âgées de 65 ans ou plus. Donc c'est vraiment ciblé en fait. Et il y a aussi donc également des maladies qui sont liées donc comme je disais aux oestrogènes et à l'endomètre. Donc par exemple l'endométriose qui est une maladie assez peu connue et qui touche en fait donc l'endomètre, c'est lorsque des parties d'endomètre vont se retrouver sur d'autres organes en fait là où ils ne devraient pas être. Par exemple on peut en retrouver dans les poumons ou des choses comme ça. Enfin c'est vraiment une maladie assez grave parce qu'elle va engendrer également donc en symptômes des douleurs énormes lors des règles, de très très grandes douleurs pendant les règles et également pendant les rapports sexuels, de très très grandes douleurs. Et enfin, pour terminer, des douleurs abdominaux-pelviennes. Donc c'est vraiment juste de tout l'appareil utérin, etc. C'est une maladie, comment ? C'est une mutation ça, non ? C'est une question, hein. Est-ce que c'est causé à une mutation comme maladie ? Parce que du coup, si t'as des tissus qui sont pas au même endroit que où ils devraient l'être... Alors, normalement oui, parce qu'il me semble que... Alors, j'avais vu que c'était... Il y avait une théorie, c'est que ce soit en fait, les oestrogènes qui soient mal régulés et que du coup, l'écoulement de l'endomètre va se faire dans le mauvais sens. Donc, au lieu d'être évacué, il va remonter et justement aller se mettre... donc, peut-être ça peut être... Ouais, ça peut être causé, Oui, ça peut être causé par une mutation sur le gène permettant la synthèse de l'oestrogène. Eh bah super, merci Magali. Et maintenant on va faire une petite pause avec Queen avant de se retrouver pour que je puisse vous parler de l'île de la Réunion et du projet LIFE. Bonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Et c'en était à mon tour j'allais vous parler de l'île de la Réunion et des geckos. Donc aujourd'hui, il faut savoir que 99% de la surface initiale de la forêt demi-sèche de la côte ouest a disparu depuis l'arrivée de colos européens. Si vous vous posez la question, en gros ce que l'on appelle une forêt sèche est une forêt que l'on retrouve généralement entre un climat tropical et un climat aride. Donc récemment, un programme européen vise à restaurer cet environnement endémique qui s'appelle LIFE, l'instrument financier pour l'environnement. Et du coup, est-ce que quelqu'un saurait me définir endémique ? Endémique, c'est quand il y a une espèce qui est originaire d'un espace, mais qui est uniquement localisée dans cet espace. C'est-à-dire que si elle est sur une île, elle est peut-être pas sur l'île d'à côté, et elle se retrouve uniquement à cet endroit de la planète d'où elle est originaire. Exactement. Donc là, leur but donc de LIFE, de ce programme, c'est d'enrayer le déclin du patrimoine et de la biodiversité qu'ils ont, qui est unique au monde. Ils vont aussi essayer d'étendre la forêt en connectant les parcelles restaurées et les anciennes. Le but de LIFE, au final, c'est d'enrayer le déclin d'un patrimoine et d'une biodiversité unique au monde. Donc le but du projet est d'étendre la forêt en connectant les parcelles restaurées et les reliques. Plus précisément, ils vont tenter de rétablir les interactions entre la flore et la faune de l'habitat. Ils se battent aussi contre l'arrivée d'espèces exotiques tout en essayant de rendre la population réunionnaise concernée par le projet en l'appliquant directement dedans. De 2009 à 2014, ils ont réussi à planter plus de 100 000 arbres endémiques au nord-ouest de la Réunion. Et comme ils ont voulu continuer le projet, en 2014, ils ont changé le nom pour LIFE plus forêt sèche, donc le but était de rajouter 4000 arbres d'ici 2020. Et pour stimuler les interactions faune et flore, ils ont fait appel aux geckos verts de Bourbon.
le Phelsuma borbonica, qui est un lézard endémique. Il avait disparu mais il a été réintroduit récemment. La petite particularité de ce lézard est qu'il est insectivore, nectarivore et frugivore, donc il va permettre de faciliter la dissémination des graines de centaines d'espèces d'arbres. Et comment il va faire ça ? Eh bien, tout simplement en mangeant les fruits, les graines vont se retrouver dans des déjections de l'animal, et cela permet aux espèces végétales de se multiplier plus aisément en facilitant la pollinisation et la dissémination. On retrouve ce phénomène de symbiose chez beaucoup d'espèces, par exemple avec les fourmis, ou les abeilles aussi, tout ce qui est pollinisation tout simplement. Donc en général ça s'appelle la zoochorie, donc plus clairement c'est la dispersion des graines des végétaux qui se font grâce aux animaux. Et aussi il faut savoir que le gecko a justement plein de prédateurs, mais ces prédateurs sont non endémiques de la Réunion. Donc on retrouve les rats et les couleuvres miel, donc du coup le programme vise aussi à éliminer ces espèces de l'île, mais surtout à diminuer leur population. Et je vais m'arrêter là car il est déjà temps de faire une pause avant de retrouver Emma qui nous fera son quiz sur l'espace dans la dernière partie de l'émission. A tout de suite. Rebonjour dans Science Infuse, vous êtes dans la dernière partie et nous en sommes à Emma qui va nous faire un quiz sur l'espace. Oui, alors du coup, je vais faire un quiz sur l'espace et peut-être plus particulièrement le système solaire. Et je vais commencer par une question simple. Est-ce que quelqu'un a une idée du premier être vivant qui a été envoyé dans l'espace et une idée de la date ? C'était pas un singe ou un chien? Moi je suis du même avec Magali. C'était une chienne, il me semble. C'est un chien qui s'appelait Laika, non ? Très bien, donc pas d'idée pour la date. C'est un chien qui s'appelle Laika. Et donc elle a été envoyée dans l'espace pendant la mission Sputnik 2 en 1957, donc c'était pendant la guerre des étoiles version Amérique URSS, pendant la guerre froide. Voilà. Une idée de la planète la plus chaude du système solaire ? Ça va être celle la plus proche du soleil, non ? Non, je crois que c'est... Tu connais tes planètes ? Ça Donc sent donne-nous piège. la planète la plus proche. Mercure. Bravo. Mon vélo tourne mal. Si moi y a mes mots techniques. Mathilde, viendras-tu manger jeudi sur une nappe propre ? Alors, la planète la plus chaude du système solaire, c'est Vénus. Donc c'est pas la plus proche du... On pourrait croire que c'est Mercure, mais en fait Mercure n'a pas d'atmosphère. Donc il y a une variation de chaleur hyper variable, alors que Vénus a une atmosphère très épaisse, principalement composée de dioxyde de carbone. Donc il y a un effet de serre qui accumule la chaleur, et la température moyenne est de 450 degrés Celsius. Et tu saurais à combien aller sur Mercure ? Non, du coup j'ai pas trouvé ça. C'était juste pour t'embêter. Merci, c'est gentil. Alors, question super facile. Quel est le satellite de la Terre ? Avec un peu de doute, j'irai la Lune. Joker. La réponse D. C'est la Lune. Et du coup, on peut peut-être définir ce qu'est un satellite. C'est un corps qui tourne donc en orbite autour d'une planète. Donc là, la Lune tourne actuellement autour de la Terre dû au fait de l'attraction magnétique. Vrai ou faux ? La queue d'une comète peut mesurer 30 à 80 millions de kilomètres. Vrai. Ok. Sachant que ce que tu vois, c'est quand même à des milliers de kilomètres de toi. Ouais, mais millions. Tu te rends compte de la taille de l'objet ? Tu sauras que c'est vrai et que c'est fréquent. Ok. Et est-ce que vous avez une idée de la planète la plus visible à l'œil nu depuis la Terre ? Donc une planète que tu peux observer à l'œil nu. C'est pas Vénus? J'aurais dit Vénus aussi. Moi Mars, mais bon, comme j'y connais rien. Donc... Oui, Alors, moi j'aurais Mars- dit Mars aussi. Hein. Mars, c'est un phénomène relativement rare qui est en Oui. train de se passer cette année, qui fait que tous les ok. soirs, on peut observer Mars à l'œil nu à côté de la Lune. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est le petit point orange en bas à gauche de la Lune. Oui, je regarde Mars tous les soirs. Et donc non, c'était bien Vénus, bravo Magali, qui se trouve à 42 millions de kilomètres de la Terre. C'est pas l'étoile du berger en plus, je crois, ou Si, quelque chose c'est comme ça. l'étoile du berger. C'est une dernière petite question. Est-ce que vous connaissez l'âge du système solaire ? Je l'attendais. Lilian et Nico, vous avez pas d'excuses. Vous l'avez vu ce matin en cours. C'est le même âge que le soleil ou pas? Entre 4 et 5 milliards d'années. 4,8 milliards d'années. Oui, Lilian. Et donc, du coup, c'est à ne pas confondre avec le Big Bang, qui, lui, en fait, est à l'origine de la création de l'univers entier, qui contient donc notre galaxie, notre système solaire, C'est pas 15 milliards, lui 13 milliards. Entre 13 et 14, je crois. 13,2 milliards. 8. Eh ben super, on va s'arrêter là. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Science Infuse, sur le YouTube.
On se retrouve dans 2 semaines et sur ce, on vous souhaite tous un bon week-end.